Alors, je vais me contenter donc de la parole. Alors, ma proposition de départ, lorsque Martial m'a proposé d'intervenir, c'était de vous parler et de me donner un petit peu pour mission de constituer un corpus de spectacles contemporains développant divers types de critiques du capitalisme ou du néolibéralisme, avec suffisamment de variété. Alors, donc, je précise des spectacles qui auraient été des adaptations de textes dramatiques, avec suffisamment de variété pour pouvoir établir une sorte de cartographie herméneutique, de cartographie des discours et des valeurs, ainsi que Romain Jobès l'a rappelé. Bon, alors, les conditions de travail en ce moment rendent un petit peu difficiles les consultations, notamment de captation. Donc, j'ai posé une loupe sur la célèbre tétralogie Boulez-Chéreau, dite du centenaire. J'ai fait ce choix parce que je dispose de suffisamment d'éléments chez moi pour y travailler, à peu près tous les éléments, et aussi à la suite d'une discussion avec Jean-Marie Brom, qui est professeur de philosophie à l'université Paul Valéry, et qui a aussi longtemps, dans les années 80 et 90, était critique musicale, et nous discutions de ce que Philippe Beaussan a, en 2005, qualifié de malsaine, désignant par là un phénomène assez commun de plaquage idéologique, brutal. Alors, c'est un pamphlet, hein, son ouvrage, La Malsaine, qu'il considère comme idéologique et brutal, même si bien intentionné, sur un livret et une partition d'opéra. Et pour donc mon collègue avec qui je discutais au Débeauté, sa première réaction fut d'évoquer donc cette mise en scène de la tétralogie par Chéreau. Selon lui, ce fut le premier dans la mise en scène d'opéra. Je résume son propos, même si toujours selon lui, Chéreau ne trahissait pas Wagner. Alors, je me suis lancée donc un petit peu dans... Voilà, j'ai décidé d'approfondir le sujet, tout en étant un petit peu déjà euh, euh, dans la résistance par rapport à la proposition de Brom, puisque bien évidemment, hein, je savais que Wagner, bien avant Chéreau, avait déjà été idéologiquement encadré, récupéré, ne serait-ce que par les mises en scène du festival de guerre de la propagande nazie. Par ailleurs, je savais très bien que Chéreau n'était pas le parangon du théâtre didactique, du théâtre à message, du théâtre transitif, pour citer l'expression d'Olivier Neveu. Mais il est vrai que cette mise en scène de la tétralogie est considérée comme disruptive, terme à la mode, mais qui ici pourrait s'appliquer puisque c'est une mise en scène qui a réalisé, concrétisé une remise en question du conservatisme de Bayreuth, qui s'avérera définitive. Le metteur en scène, à partir de cette tétralogie, le metteur en scène de théâtre lyrique va s'émanciper du texte comme l'avait déjà fait celui de théâtre, et cela jusque dans ce temple de la Reconstitution. Montant la tétralogie à son tour, quelques années plus tard, Harry Kupfer parlera de Papa Chéreau. Et donc, pour citer quelques exemples de cette émancipation de la mise en scène par rapport aux matériaux Wagner, je peux citer donc par exemple, alors j'avais des images, mais elles sont assez faciles à retrouver. En 2005, le Parsifal de l'artiviste Christoph Schlingensief, qui se terminait sur l'image d'un lapin en décomposition, incluant une critique de la xénophobie, de l'esclavage, du néolibéralisme à partir d'une imaginaire kitsch. En 2015, Bayreuth accueille un vaisseau fantôme explicitement dans la note d'intention de Jan-Philippe Gloger, où le Hollandais n'est plus qu'un consumériste dépressif, Eric un magasinier, et où la victoire de l'amour est cyniquement remplacée par celle du marketing. On y note la présence de l'ironie, alors pour le coup, on va le voir, étrangère à Chéreau, mais qui semble aussi désormais marquer une forme d'impossibilité culturelle de lecture au premier degré de ce matériau Wagner, une sorte d'académisme du sens inversé, hein,
monter une fille du régiment, mais une fille du régiment antimilitariste, etc., évidemment, au-delà du répertoire wagnérien. En 2017, Castorf signe un Siegfried postmoderne décadent ironique, à la fois et anticommuniste. Albéric vole le pétrole, votant campant un chef de station-service à la tête d'un réseau dont aussi partie Erda et l'oiseau de la forêt. Le glaive est devenu Kalash. L'île de réclusion de Brunhild et le Valhalla, un mont roche et le final, c'est l'Alexanderplatz envahi de crocodiles. Siegfried, quant à lui, est un SDF habitant une caravane qui avait déjà été inventée dans la mise en scène de la tétralogie par Robert Carsen en 2005 pour Siegfried. Donc, vous voyez, les lieux communs se suivent, ne se ressemblant pas toujours. Le répertoire wagnérien est un réservoir idéal à clichés du fait de sa facture mythologique. Des poncifs contemporains, antisystèmes et postmodernes se sont substitués à des poncifs d'antan, hédénistes, raciaux et nationalistes. Le poncif anticapitaliste et marque actuellement le répertoire wagnérien contemporain. Je dirais que c'est un des plus présents, alors certainement après la nazification un peu compulsive, hein, vous savez, les représentants du pouvoir qui sont souvent affublés de costumes SS, ce qui est une manière, à l'intérieur même de la mise en scène, de conjurer la malédiction de la récupération de Wagner par le nazisme et de faire référence à ce que Timothée Picard appelle le procès de Wagner, procès d'ailleurs que le metteur en scène Barry Kosky a littéralement mis en scène dans sa version des Maîtres chanteurs. Mais qu'en est-il précisément du geste et de ce travail de césure de Chéreau, salué pour avoir fait entrer le théâtre de mise en scène à l'opéra? Alors, si la critique de l'argent, topos de la littérature du 19e siècle, comme cela a été rappelé hier, alors topos avec des lieux communs récurrents, déshumanisation des rapports sociaux, industrialisation des paysages. Donc, cette critique de l'argent, si elle est présente évidemment dans le livret de Wagner, est tout à fait traitée par Chéreau. Est-ce vraiment ce qui met en perspective sa traduction scénique de la tétralogie? On va voir que la réponse est complexe dans la manière dont Chéreau va s'employer à lier et non pas à opposer le thème de l'amour et celui de l'argent, donc à la différence de Wagner qui les oppose de manière dualiste, ce qui signale sans doute une modernité de l'après 68 de ce spectacle donc de Chéreau. Alors, comme je l'ai déjà dit, le théâtre de Chéreau n'est pas didactique. Il s'est souvent exprimé sur son refus de parler au nom d'eux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas traversé par une sensibilité révolutionnaire romantique, ni par l'influence du brechtisme. Chéreau est plutôt virtuose pour faire ressortir l'ambiguïté des rôles et des situations que pour diriger des messages et exposer et faire des exposés moralisateurs. Je le cite en 77 à Hervé Guibert, il y a longtemps que j'ai renoncé à vouloir donner des leçons, ce qui ne signifie pas chez Chéreau renoncement à un propos moral. Je le cite encore, à peu près à la même période à Raymond Temkin. Ce qui m'intéresse au théâtre, c'est de présenter des problèmes de morale, mais vous voyez, il s'agit bien de problèmes de morale et non de morale tout court. Par ailleurs, ce ring se ressent de l'influence de Giorgio Strehler, ce qui éloigne Chéreau de l'esthétique brechtienne, du didactisme brechtien, mais on va dire ne constitue pas non plus une rupture avec Brecht. Au moment de cette réalisation, Chéreau a déjà monté des opéras et de nombreuses pièces qui, en filigrane, tissent des nombreux liens thématiques et aussi scéniques avec sa tétralogie. Par exemple, je peux citer sa toute première mise en scène, l'intervention, la pièce en un acte de Victor Hugo, du théâtre en liberté, où l'argent est déjà force des discordes à l'intérieur d'un couple. Alors, un couple pauvre
qui va se retrouver tenté par l'argent facile. On retrouve la fable morale qui se conclut sur le triomphe de l'amour. C'est en 1963 au lycée Louis-le-Grand. Dans son Don Juan, ce qui fait un lien avec la première communication, Chéreau met en scène à travers ce personnage non pas une figure du pouvoir, mais de la perte du pouvoir dépossédé de son propre pouvoir, comme il le fera dans Richard II, où là, explicitement, il dit mettre en scène le lien, je cite, entre pourrissement du pouvoir et anarchie économique. Et on retrouve dans ce Richard II une image scénique, celle de Richard II se contemplant dans un miroir, qui va être exactement traitée de la même manière dans la deuxième partie de la Valkyrie. La dispute en 73 voyait déjà la confrontation de l'édénique et du politique corrompu dans des décors de Peduzzi. Et je cite enfin le Lyre de Bonde qu'il met en scène en 75 à Villeurbanne, encore dans un décor de Peduzzi. Et ce décor préfigure celui de l'Or du Rhin, puisque la muraille en ruine de ce lyre industriel, qui est un personnage déjà, comme le sera Wotan aussi, de capitaliste en frac, cette muraille en ruine va servir d'inspiration pour le traitement du Valhalla dès le premier volet de la tétralogie. Alors peut-être je reviens assez brièvement sur la question très complexe de Wagner et de l'argent, puisque vous savez qu'il y a déjà un agrégat anticapitaliste très présent chez Wagner. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment le retraitement par Chéreau. Au moment où Wagner écrit La mort de Siegfried en 48-49, qui préfigure le Ring, il est sous l'influence, on le sait, de Bakounine. Il participe au soulèvement de Dresde en 49, auquel, on va le voir, fait référence le troisième volet de la tétralogie de Chéreau. Il est influencé par l'hégélianisme de gauche de Feuerbach, mais surtout par les théories, alors je dis surtout parce que c'est, me semble-t-il, le plus important dans la tétralogie, le thème de la possession allié à ces lectures de Proudhon. C'est la soif de possession qui sème le malheur, possession amoureuse, filiale. Seul Siegfried est sans intérêt au sens économique. Il n'est ni esclave de la rancune ni de la créance. Il est libre de ce cycle rancune-créance qui sera aussi très fortement traité, on le sait, par Strindberg. C'est l'homme libre du ressentiment, le premier homme qui ne sait pas qui il est, qui ne connaît que son nom donc autoréférentiel. Donc, je dirais, pour utiliser aussi un terme utilisé hier, Siegfried est l'homme de l'autopoïèse. Le cycle de la malédiction de l'anneau et cycle de la possession, en ouvrant la syllèpse, possession au sens matérialiste et capitaliste et au sens magique. Selon la terrible formule d'Albérich, le maître de l'anneau sera l'esclave de l'anneau. Alors, donc, ce livret traite d'un schéma oppositionnel argent-amour très fort, mis en tension par la question du pouvoir. L'anneau, symbolisation de la corruption morale et de la corruption temporelle, est un principe historique, anthropique et décadentiel chez Wagner, incarné par l'esprit de calcul de Wotan et encore plus par la raison calculatrice de Log, le personnage donc de conseiller Log, le logos, qui donne une vision très romantique, une version très romantique et civilisationniste de la raison vue de manière exclusivement cynique et instrumentale. Pour Log, il n'y a pas de mal, je cite, à voler le voleur. Il n'y a pas de mal à profiter de ce qui est mal, tant que ce n'est pas moi qui fais le premier mal, ce qui est une idée que l'on trouve déjà chez Mandeville, de la somme profitable des égoïsmes, du cercle vertueux et salvateur des vices et des intérêts individuels. Ce cycle de corruption, voler le voleur, rend tout artificiellement moral au second degré, et on ne sait pas bien, déjà dans le livret de Wagner, qui est le premier coupable. L'anneau est le titre ultime, la valeur d'échange ultime au-dessus de la déesse Freya, qui conservait encore une valeur d'usage, la beauté, l'amour, et donnait la jeunesse éternelle, les rendements infiniment croissants. Alors la scène de la pesée de Fricka dans l'or du rat est très importante, puisque tout son poids d'or ne vaut rien par rapport à la légèreté
de l'anneau. On a déjà vu aussi cette idée de légèreté hier avec Christine Baron. Voilà, l'anneau représente le cycle des échanges dans un imaginaire de la transaction, un archipel d'offres et de demandes où se mêlent des biens matériels, palais, anneaux, hommes et immatériels, pommes d'or, amour. Et la plupart de ces biens ont un double sens, matériel et spirituel. Par exemple, le frêne, arbre de vie, symbole d'immortalité, mais aussi en langage familier, hache, l'argent. Alors, et l'anneau, quant à lui, ne peut s'échanger car il est au-dessus de tout. Il ne peut donc que s'obtenir par la violence, par la guerre. Le commerce n'est pas pacificateur. Il est au-dessus du marché car il est le marché. Alors, chez Chéreau, toute la mise en scène rehausse l'imaginaire de la révolution industrielle et du capitalisme naissant. Par exemple, dans Siegfried, dans la scène de la forge de l'épée Nothung, il y a une reproduction de la première machine à vapeur de James Watt, à côté d'une énorme roue renvoyant au destin comme au monde industriel. Chéreau dira, antididactique, dira plus tard, regretter l'image un peu trop marxiste, selon lui, de cette forge. Peduzzi s'est inspiré de ce qu'il appelle des mémoires d'architecture, mais donc mêlant des façades de Palladio avec un imaginaire industriel qu'il va puiser dans ses pérégrinations à New York, des façades noirâtres, un caillebotis métallique qui suspend les chanteurs sur un gouffre et qui s'inspire des bouches d'égout recrachant des vapeurs continues. Le caillebotis est très important dans cette mise en scène, car il suggère l'existence d'un monde inférieur avec ses tuyauteries et ses esclaves. Ce que évidemment notèrent les spectateurs et la critique de l'époque, plus de 600 journalistes qui suivirent cette création, c'est le barrage en béton qui sert de représentation, qui sert d'ouverture et qui contredit les didascalies qui indique que le premier tableau doit se dérouler dans les profondeurs du Rhin. Donc, Chéreau choisit, plutôt que d'évoquer une civilisation engloutie, une sorte d'Éden englouti, de représenter l'ascension monstrueuse du progrès. Il y a rejet total de la nature innocente, comme c'était le cas dans la dispute, de l'édénisme qui appartiennent à l'iconographie traditionnelle de Bayreuth. Et ce barrage réapparaît de manière rouillée dans le dernier volet, dans le crépuscule des dieux. Le Rhin est aussi transformé en bordel par la médiation des ondines, qui revêtent l'allure de prostituées et de filles de joie, du côté des prostituées et des bordels que Wagner, adolescent, allait piller à Dresde. C'est une citation de Chéreau. Autre écart radical avec l'imaginaire de pureté originelle. Chéreau compare Wotan à Nixon, qu'il faut associer au début de la crise économique mondiale, au début des années 70. Le Valhalla, quant à lui, est un montage, donc je l'ai dit, entre des façades classiques inspirées de Palladio et des éléments industriels. Et pour Peduzzi et Chéreau, les jeux avec ces mémoires d'architecture cristallisent des idéologies, tandis qu'effectivement, la nature, et ça rejoint le livret wagnérien, le thème de la forêt, qui lui est traité de manière assez conforme d'ailleurs à la mise en scène de Joseph Hoffmann de 1876, de manière encore assez sauvage. Alors, le Valhalla, tel que traité par Chéreau Peduzzi, renvoie aussi à un tableau de François de Nomé, intitulé Le domaine du schizophrène. Ce peintre, dont je ne sais pas si vous connaissez ces architectures complètement fantasmatiques. Alors, le domaine du schizophrène, je ne sais pas si Chéreau et Peduzzi avaient lu l'Anti-Oedipe de 1972, mais ça y fait tout de même penser. Alors, donc, Chéreau revient sur la traduction de la représentation édénique du Rhin. Le cycle de corruption a déjà commencé avant qu'Albérich n'arrache l'or au roc, ce qui est déjà en filigrane, je l'ai un petit peu dit, suggéré chez Wagner. Il gomme cette dimension édénique tout en conservant l'opposition entre architecture en dur et nature vierge. L'image du barrage détruit cet édénisme, bref, le schéma oppositionnel nature versus argent, amour versus pouvoir. Je cite Chéreau, en 1976, nous ne pouvons plus croire à une nature intacte. Il rompt avec la tradition des représentations où le Rhin, la forêt, symbolise cette nature originelle et pure, ce qui suscita au moment de la création des huées et ce que des critiques ont pu qualifier de nouvelle bataille d'Hernani du théâtre lyrique.
Alors, le cœur du travail et du traitement de Chéreau se retrouve certainement dans la scène du dilemme de Wotan, dans le deuxième acte de la Valkyrie, vous savez, avec ce pendule central sur la scène, qui est la reproduction de celui de Foucault que l'on trouve au Musée des Arts et Métiers et qui reproduit l'oscillation de la Terre, autrement dit le mouvement de la vie. Aussi symbole de l'éternel retour, reprenant et amplifiant la forme de l'anneau, l'orbe théâtralise le dilemme métaphysique de Wotan que l'on peut résumer par le paradoxe de la liberté, déjà formulé par Sartre: on n'est pas libre d'être libre. Wotan ne peut utiliser son pouvoir totalitaire pour se libérer de la menace qui pèse sur les dieux, pour conjurer sa propre disparition prophétisée par Herda. Et dans cette scène du pendule, Wotan hésite, hein, entre sauver son fils Siegfried, choix de l'amour, ou le laisser assassiner par Hunding, choix de Fricka, mais aussi choix paradoxal de la liberté, car Siegfried, qui doit sauver la race des dieux, ne peut le faire que totalement libre et donc sans intervention du père. L'homme libre doit se créer lui-même, énonce Wotan. Et c'est ce que la mise en scène de Chéreau traite, non pas de manière dualiste, et c'est ça un petit peu le sens de mon propos, mais organique, non pas par un jeu d'opposition, mais par un jeu d'incarnation. Il y a tout aussi un travail sur la mise en exergue de l'œil borgne de Wotan, et donc l'incarnation des contradictions, on va dire l'embodiment, si vous voulez, des contradictions, plutôt que le schéma oppositionnel à la Wagner. Chéreau ne reprend pas cette structure oppositionnelle wagnérienne, état de nature opposé à l'argent. Pour lui, comme il l'a déjà montré dans la dispute, l'état de nature relève du mensonge et de l'utopie. Il s'intéresse plus à la nature passionnelle et anthropologique des transactions entre les personnages, et le public sera dans un premier temps extrêmement choqué par ces représentations non édéniques de la nature. Et pour conclure, je finirai juste par mentionner que dans les reprises de cette tétralogie de Wagner, il y a eu, alors, de manière un tout petit peu plus tardive, dans les années 80, puisqu'elle a été jouée à Bayreuth pendant 4 ans, progressivement, donc après les huées des débuts, s'est substitué en fait une réception un peu d'abord plus subtile, voire carrément enthousiaste, et une sorte de récupération de cette mise en scène par une interprétation écologiste de la mise en scène, et qui s'appuyait notamment sur ce fameux barrage rouillé, enfin qui rouille progressivement au fil du crépuscule, au fil de la décadence donc du schéma narratif. Et cette lecture écologiste est amusante puisque elle rejoint, si vous voulez, l'idée de Ur-Natur que précisément Chéreau s'est employé. Alors il me semble que voilà, c'est un malentendu de plus, hein, puisque c'est cette lecture aussi que c'est employé, cette Ur-Natur que c'est employé à critiquer Chéreau. Voilà, c'était un petit peu pour vous présenter ce passage d'un traitement oppositionnel, me semble-t-il très caractéristique du romantisme civilisationniste de Wagner, opposant l'amour et l'argent, à un traitement non dualiste et beaucoup plus à la fois incarné et paradoxal, et aussi révélateur enfin, de ce cadre post-68 art libéral-libertaire, qui est le contexte dans lequel Chéreau, Peduzzi, le costumier Jacques Schmitt élaborent ce célèbre cycle donc de spectacles.